concrétisation de cette promesse. En effet, si le PLFSS est rejeté, la suspension n'aura pas lieu. Si le Sénat retire la suspension du PLFSS, elle n'aura pas lieu. Si la CMP refuse de l'inscrire dans le PLFSS, la suspension n'aura pas lieu. Si le Conseil constitutionnel la censure en tant que cavalier, la suspension n'aura pas lieu. Et surtout, comme les groupes du socle commun multiplient les amendements, ralentissant ainsi le calendrier du débat budgétaire, il existe une probabilité non négligeable que le budget soit promulgué par ordonnance sur la base de votre texte initial, qui, sans doute par hasard, ne prévoyait pas la suspension, mais bien la continuation de la réforme Borne. Monsieur le Premier ministre, je n'ai donc qu'une seule question. Afin de démontrer votre bonne foi, votre sincérité, envisagez-vous de déposer avant le 4 novembre une lettre rectificative au PLFSS, possibilité que vous offre la Constitution? Je vous remercie, Madame la Présidente Le Pen. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente Le Pen, Mesdames, Messieurs les députés, une seule mesure sur l'âge ne suffisait pas. C'est bien pour cela qu'à cette tribune, la semaine dernière, je me suis non seulement engagé sur la suspension de la mesure d'âge, qui ne serait rien sans la suspension de l'accélération dite Touraine sur le nombre de trimestres. Donc soyons précis, et le Président de la République s'est exprimé uniquement sur les mesures d'âge tout à l'heure en Slovénie, et je suis allé plus loin dans ma déclaration de politique générale. Deuxième élément de réponse, le débat devra avoir lieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive ici à l'Assemblée nationale, quoi qu'il arrive avec les partenaires sociaux, parce que c'est un des éléments que vous n'avez pas cité, mais si j'ai pris aussi cette décision et si le gouvernement propose justement cette suspension, c'est pour permettre au dialogue social entre les représentants du patronat et les représentants des syndicats salariés. Non, Madame Le Pen, maintenant, dès le mois de novembre, et de permettre que d'autres sujets, y compris la question du pouvoir d'achat des travailleurs, soient traités. Soit on croit au dialogue social, soit on n'y croit pas. Le gouvernement y croit. Et puis enfin, et je m'étonne, vous qui appelez cela souvent de vos vœux, de ne pas l'avoir entendu depuis la Slovénie, le débat devra avoir lieu avec le peuple français. Soit lors de l'élection présidentielle, ce qui sera l'occasion d'entendre les propositions de tout à chacun sur ce sujet, mais peut-être aussi avant, par l'intermédiaire d'un référendum, si un projet se dégage de la discussion avec les partenaires sociaux. Votre question était précise, ma réponse est précise. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Il vous reste 15 secondes. Monsieur le Premier ministre, à chaque fois que vous prenez la parole, nous sommes de plus en plus suspicieux sur votre volonté de mettre en œuvre cette suspension. Il était clair et simple. Ma question était, elle était claire et simple. Vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous allez, oui ou non, prendre une lettre rectificative? Oui ou non? C'est simple, hein? Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, d'abord qu'il est savoureux autant que grotesque de voir Madame Le Pen, qui avait moqué notre victoire, essayer de voler à son secours. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris un engagement fort lors de votre déclaration de politique générale devant la représentation nationale et in fine devant les Français de suspendre, je dis bien suspendre, la réforme des retraites. C'est 3,5 millions de Françaises et de Français qui bénéficieront à la fois du gel de la mesure d'âge et du gel de l'accélération de la réforme Touraine et pourront partir à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Maintenant, il demeure une obligation de résultat. Nous ne vous prenons pas au mot, nous vous jugeons aux actes. Et dès la semaine dernière, nous vous avons interrogé de savoir si vous pouviez adresser au Conseil d'État une lettre rectificative du PLFSS pour que nous puissions effectivement débattre de cette mesure. J'ajoute que comme les partenaires sociaux qui voient un premier pas qui en appellent d'autres, et c'est là aussi une victoire du mouvement social, nous serons très attentifs à la pérennité de notre système et à son financement. Nous serons en particulier attentifs aux gages que nous souhaitons justes et qu'ils fassent contribuer ceux qui le peuvent et pas ceux que nous mettons trop systématiquement à contribution. Je vous demande, ma question est simple, d'y répondre avec le plus de clarté possible. Merci beaucoup, Monsieur le Président Vallaud. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président Vallaud, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'avez redit, la suspension, c'est bien la suspension des deux mesures, et âge
et nombre de trimestres. Deuxième des choses, le débat doit avoir lieu ici même, à l'Assemblée nationale. Je l'avais indiqué soit par un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale, mais je comprends qu'un doute s'empare de ces bancs sur la capacité à aller justement jusqu'à cette partie 3 du PLFSS. Aussi, Monsieur le Président Vallot, parce que je souhaite, et j'entends aussi les attaques dont nous faisons l'objet sur notre bonne foi, je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. Monsieur le Président Vallot, nous ne sommes pas d'accord sur la manière de traiter cette question de la réforme des retraites, mais j'avais pris un engagement, c'est que le débat puisse avoir lieu. Il aura lieu comme le veut la démocratie et comme le veut le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Jérémy Patrier-Létus pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Madame la Ministre, il y a des lieux qui disent le génie français, la grandeur de la France, l'âme de notre pays. Des lieux qui disent ce que nous sommes, notre identité et notre héritage. Des lieux qui rassemblent les Français dès qu'ils sentent le besoin de retrouver ce qui fait leur unité, leur destin commun. Des lieux enfin qui nous permettent de faire nation. Face à nous et au fil des siècles, par le génie des hommes, le musée du Louvre en est un. Plus grand musée du monde, chef-d'œuvre architectural, le musée du Louvre est le témoin de la riche histoire de France, le creuset des arts et de notre culture. Et pourtant, dimanche dernier, il a été touché en son cœur avec le vol spectaculaire des joyaux de la couronne qui a sidéré la représentation nationale comme l'ensemble des Français. Si une profonde émotion nous étreint face à la perte de ces trésors inestimables, de nombreuses interrogations nous traversent. L'enquête administrative que vous avez demandée et que je veux saluer fera la lumière sur la responsabilité des uns et des autres, les dysfonctionnements, les failles et les manquements qui ont fait que la France a failli à protéger son plus grand musée. Mais au-delà du Louvre, vous le savez, notre patrimoine le plus emblématique comme le plus vernaculaire est devenu la cible de délinquants, de trafics internationaux, de filières de plus en plus organisées et mondialisées, avec des motivations et des modes opératoires nouveaux. Avons-nous pris, Madame la Ministre, la mesure de ces nouvelles formes de criminalité ? Pillage dans nos églises rurales, vol dans nos musées régionaux comme à Limoges ou à Saran, aucun lieu patrimonial ou cultuel n'est épargné. Par ailleurs, la France s'enorgueillit de projets culturels et architecturaux ambitieux. Ils contribuent au rayonnement international de la France, mais sont-ils bien raisonnables alors que nos finances publiques sont dégradées et que l'entretien de notre patrimoine reste insatisfaisant ? Madame la Ministre, quels moyens pouvez-vous mettre en œuvre pour la sécurité, la sûreté et la protection de notre patrimoine deviennent des priorités de notre politique patrimoniale, pour que nos églises, nos châteaux, nos musées et nos monuments, qui façonnent l'identité et l'âme de notre pays, puissent devenir des sanctuaires inviolables ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est pas très drôle, mais bon. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrier-Létus, ce qui s'est passé dimanche au musée du Louvre, c'est une blessure et c'est une blessure pour nous tous. Pourquoi ? Le musée du Louvre, c'est bien plus que le plus grand musée du monde. C'est l'écrin de notre culture française et de notre patrimoine commun. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je souhaite aussi rétablir quelques vérités s'agissant des faits et de cet événement. Que s'est-il passé ? Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants ? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. Et comme vous le savez, mais je vais vous répondre après, il y a des questions. Et comme vous le savez, j'ai diligenté une enquête administrative qui fera en toute transparence le détail des événements survenus dimanche dernier. Et je l'ai redit aux organisations syndicales que j'ai reçues encore ce matin. Mais la sécurité, vous avez raison de le dire, de nos musées, de nos objets d'art, de tous les lieux patrimoniaux doivent être appréhendés beaucoup plus largement. J'ai donc proposé au Premier ministre de vous confier en tant que rapporteur en charge du patrimoine une mission relative à la sécurité, à la sûreté de tous les lieux patrimoniaux, en lien évidemment
avec mon collègue le ministre de l'Intérieur s'il vous plaît, afin de faire des préconisations très efficaces. Je sais votre attachement, je sais votre engagement pour la sécurité et la préservation du patrimoine, comme d'ailleurs vous l'avez démontré pour la reconstruction de Notre-Dame. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Avec le vol des joyaux de la Couronne ce dimanche au Louvre, ce sont des souvenirs de famille qui ont été dérobés aux Français. La couronne de l'impératrice Eugénie, volée puis égarée, et retrouvée brisée dans le caniveau, est devenue le symbole du déclin d'un pays hier tant admiré. Ce cambriolage est loin d'être un banal incident. C'est un crève-cœur pour tous les Français attachés à leur patrimoine. Et c'est une honte pour notre pays, incapable d'assurer la sécurité du plus grand musée du monde. Un monte-charge et une disqueuse auront en effet suffi à réaliser le casse du siècle. Bien des questions se posent donc sur la sécurité de nos musées et de notre patrimoine. Ce d'autant plus que les alertes n'ont pas manqué. En juin, le personnel du Louvre s'était mis en grève pour protester contre un dispositif sécuritaire déficient. Le 16 septembre, le Muséum d'histoire naturelle avait déjà été victime d'un cambriolage. 2 semaines plus tôt, le musée de Limoges était cambriolé. En 2024, c'était le musée de Paray-le-Monial. En 2017, la couronne de la Vierge de Fourvière disparaissait. Tous les mois, partout dans notre pays, des églises sont cambriolées et vandalisées. Partout, les signaux de sécurité sont au rouge. Mais, Madame la Ministre, quelles mesures de sécurité prévoyez-vous donc pour y répondre? Mais une seconde question se pose, car le cambriolage du Louvre est la conséquence de manquements évidents. Et quand il y a des manquements, il y a des responsables. Aujourd'hui, en France, personne ne semble plus responsable de rien. La faute n'a pas de chance, entendons-nous. Il est pourtant essentiel aujourd'hui de faire la lumière sur les responsabilités en jeu et le Parlement doit s'en saisir de manière indépendante. Madame la Ministre, ma seconde question est simple. Quand les implications de chacun seront établies, exigerez-vous que les responsables prennent leurs responsabilités? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michelet. Alors, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Ce qui s'est passé dimanche, ça n'est pas un banal incident. Vous avez raison. C'est une atteinte grave à notre patrimoine historique. Vous avez aussi raison là-dessus. Et vous avez aussi raison sur les alertes qui ont été données, signalées depuis très longtemps, j'allais dire trop longtemps. Et d'ailleurs, la présidente du musée du Louvre, lorsqu'elle a été nommée, peu de temps après, elle a demandé des audits de sécurité très précis. En 22, en 23, en 24. Les préconisations, les recommandations, non seulement ont été remises, mais elles sont en cours de mise en œuvre. Je vais vous les citer. Je vais vous citer certaines. Que ce soit la vidéosurveillance modernisée. Vous le savez, il y avait des salles dans lesquelles il n'y en avait pas. C'est en cours de déploiement. La refonte totale de l'ensemble des PC de sécurité, extrêmement important, avec la création d'un PC central. Le déploiement des systèmes de protection périmétrique, extrêmement important, c'est en cours de déploiement. La refonte globale de tous les réseaux, fibre optique, informatique, ce sont des kilomètres de câbles qui sont en cours également de déploiement. Mais tout cela, ça prend du temps, pour 2 raisons, Monsieur le député. D'abord, la contrainte bâtimentaire patrimoniale, puisque parfois, pour changer une prise, il faut évidemment quasiment détruire le mur, compte tenu de cette contrainte bâtimentaire, mais aussi sur les contraintes des règles des marchés publics. Parce que quand les marchés publics sont lancés, il faut de nombreux mois pour qu'ils soient lancés et que les travaux soient effectués. Donc les mesures sont en cours de déploiement. Quant aux responsabilités, vous avez raison. Moi, je ne suis pas de ceux ou de celles qui se dérobent. Donc les responsabilités sont prises, les enquêtes sont lancées et s'il doit, évidemment, des mesures seront à prendre, nous en tirerons les conséquences à l'issue de ces enquêtes qui sont en cours. D'autre part, juste un point de précision pour conclure, la grève que vous citez dans votre propos et dans votre question, elle n'a jamais existé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur François Ruffin pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il est temps de guillotiner les privilèges fiscaux des super riches en France. Vous savez qui dit ça? Qui écrit ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Parti communiste français,
c'est le Financial Times, la Bible des financiers. Je cite, « Emmanuel Macron s'incline devant les oligarques, des hommes comme Bernard Arnault, Martin Bouygues et Vincent Bolloré, partisans de l'extrême droite, qui possèdent une grande partie des médias et ont un accès privilégié à tous les présidents. » Et l'auteur de conclure, « Tout gouvernement français devra demander aux milliardaires de payer davantage. S'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour réduire le déficit, pourquoi les autres devraient-ils le faire ?» Exactement. Mais non, votre gouvernement ne va pas demander aux milliardaires de payer davantage. Au contraire, l'examen du budget est à peine entamé et on a déjà compris. La taxe Gluckman, c'est non. Le retour d'un impôt sur la fortune, c'est non. Le relèvement de la flat tax, c'est encore non. L'imposition des grandes transmissions, c'est toujours non. Dès le premier jour de commission, les députés de M. Macron et de Mme Le Pen, l'extrême argent allié à l'extrême droite, ont repoussé ensemble cette taxation des milliardaires. Eux payeront toujours en proportion 2 fois moins d'impôts que leurs secrétaires ou que les infirmières. Bravo, chapeau. À la place, qui va faire des sacrifices? Les malades, les retraités, les adultes handicapés, les apprentis, les auto-entrepreneurs, les associations, les communes, jusqu'au chèque vacances des salariés. La voilà votre justice fiscale. Aucune rupture ici. Au contraire, vous êtes dans la continuité d'un Robin des Bois à l'envers qui, depuis l'Élysée, depuis 8 années, prend aux pauvres pour donner aux riches. Où est le compromis? Où est le compromis que vous aviez promis? Il n'y en a aucun. Vous êtes au service d'une oligarchie aujourd'hui incapable de compromis avec le pays, de compromis avec la démocratie. Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Ruffin, je crois que comme vous, nous sommes nombreux ici à vouloir la justice fiscale. Mais je crois que nous avons une différence, que nous ne cherchons pas le symbole fiscal. La politique des symboles, elle ne corrige pas les injustices. La politique des symboles, elle crée de la défiance dans le pays parce que c'est beaucoup de mots et peu de résultats. Ce que nous voulons, nous, et je crois que nous sommes nombreux ici, c'est que nous corrigions les injustices, c'est que nous luttions contre la suroptimisation, et je sais que c'est un travail qui peut tous nous réunir. Lutter sans symbole mais avec efficacité contre l'optimisation, c'est quoi? C'est d'abord s'engager au niveau mondial, et la France a pris le leadership de cette coalition. S'engager pour lutter contre les injustices, ce n'est pas de créer des taxes confiscatoires qui font plus d'exil fiscal, qui font fermer les entreprises et qui, derrière, au fond, ne résolvent rien. Mais monsieur le député, nous avons un autre point commun. Je pense que vous et moi, nous tous ici, nous croyons au travail, nous croyons aux entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, nous croyons aussi qu'il faut des grandes entreprises. Et donc je vous souhaite, et je nous souhaite, monsieur le député, que nous puissions bâtir le compromis par le vote, par le débat, par les jours et nuits que nous passerons ensemble dans cet hémicycle. Les Français attendent de nous que ça marche, pas que nous nous débattions ou que nous nous battions les uns les autres. C'est par les résultats que nous y arriverons. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Olivier Servat pour le groupe IOT. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Lescure, chers collègues, alors que les automobilistes de France hexagonale et de l'île de la Réunion peuvent bénéficier depuis le 30 septembre dernier du leasing social, ceux des autres territoires d'outre-mer peuvent toujours attendre. Pourtant, ces territoires sont les plus touchés par la précarité à l'échelle nationale. En Guadeloupe, je le rappelle, 34% de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 15% dans l'Hexagone. Pour rappel, ce dispositif permet à des ménages modestes de bénéficier de mensualités de location longue durée à bas coût. Pas plus de 200 € par mois pour un véhicule électrique. Paradoxal donc que ce ne soit pas accessible dans la majorité des territoires d'outre-mer. En Guadeloupe, les concessionnaires automobiles m'ont expliqué ne pas pouvoir proposer ces mensualités, cela pour 4 raisons. La première, le prix de vente des voitures neuves est supérieur de 10% par rapport à l'Hexagone. La deuxième, les taux d'intérêt proposés par les banques en outre-mer sont plus élevés que dans l'Hexagone. La troisième, la valeur de rachat du véhicule à la fin du leasing est plus faible en outre-mer du fait de la dégradation causée par le sel marin, les trous dans les routes et l'ensoleillement plus intense. Les véhicules électriques sont taxés par l'octroi de mer
par les conseils régionaux en Outre-mer, sauf par le conseil régional de l'île de la Réunion, qui a fait le choix d'exonérer ces véhicules de cette taxe. C'est à saluer. Ainsi, Monsieur le ministre, que fait l'État ? Doit-on se satisfaire de cette situation qui assigne les automobilistes des Outre-mer sur le bas-côté de la mobilité bas carbone et à bas coût ? Selon les chiffres du gouvernement, il resterait approximativement 10 000 véhicules disponibles destinés au leasing social. Une partie d'entre eux doit bénéficier aux ultramarins. Pour permettre la mise en place, j'en appelle donc à un rehaussement d'un tiers de la prime C2E, certificat d'économie d'énergie, pour compenser les surcoûts que je viens d'énoncer. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure qui ne vous coûtera rien, car financée par les mesures polluantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Olivier Serva, il est là. Merci pour votre question qui d'abord me permet de remettre en avant cette politique publique exceptionnelle qui avait été portée, je le rappelle, par le candidat Emmanuel Macron en 2022 et qui a 3 avantages énormes. D'abord, c'est une politique de pouvoir d'achat qui permet de donner accès à des ménages qui ne l'ont pas, à des véhicules électriques de qualité pour, vous l'avez dit, des prix modérés, entre 100 et 200 euros par mois selon le modèle. C'est une politique environnementale parce qu'elle permet de contribuer à l'électrification du parc automobile. Je rappelle qu'aujourd'hui, les véhicules électriques les plus vendus en France sont des véhicules français ou européens et ça, c'est en partie grâce à cette stratégie. Et c'est une politique industrielle très forte. Parce que derrière la stratégie de commercialisation des véhicules électriques à bas coût, il y a une stratégie industrielle de véhicules faits en France et faits en Europe qui est un succès. Ce programme, c'est un succès. 50 000 véhicules commandés en 2024, près de 40 000, vous l'avez dit, commandés alors qu'on vient d'ouvrir le guichet. C'est un succès exceptionnel qui ne se dément pas. Mais vous l'avez dit aussi, le succès de ce programme dans les territoires d'outre-mer est à ce stade limité. Il a été ouvert aux territoires d'outre-mer dès le mois de septembre. Vous l'avez dit, à La Réunion, on a déjà quelques dizaines de commandes. J'ai découvert, dans nos échanges récents, que la Guadeloupe, à ce stade, n'avait pas pu avoir accès à ce programme. On me dit que c'est la distance. Vous savez comme moi que La Réunion, c'est un peu plus loin que la Guadeloupe. Alors, vous me parlez de la mer et de l'eau salée. Je pense que l'eau est aussi salée à La Réunion, même si elle est peut-être un peu moins qu'en Guadeloupe. Et donc, je souhaite vraiment qu'on comprenne pourquoi ce qui ne bloque pas La Réunion bloque en Guadeloupe. Nous avons décidé avec madame la ministre des Outre-mer de saisir le préfet de manière à ce qu'il rassemble l'ensemble des acteurs concernés, les transporteurs, les concessionnaires et les banquiers, de manière à comprendre ce qui bloque. Et s'il faut débloquer, on débloquera. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Marianne Maximi pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, à 6 reprises lors de votre déclaration de politique générale, vous avez annoncé la rupture. Bien naïfs ceux qui y croient. Car la rupture avec la Macronie est impossible tant que nous sommes en Macronie. Le président de la République, dont vous êtes le dernier fidèle, est obsédé par ce qui est pour lui l'œuvre d'une vie. 8 années de politique au service des milliardaires et des grands patrons. Le budget 2026 n'est pas une rupture. Il est le paroxysme de votre politique pour achever ce qu'il reste des services publics et de l'État social dans notre pays. Tout le monde passe à la caisse. Les apprentis avec la baisse des salaires, les locataires avec le gel des APL, les retraités avec le gel des pensions, les travailleurs avec la hausse de l'impôt sur le revenu, les plus vulnérables avec le gel des prestations sociales, les patients avec le doublement des franchises et les malades en ALD avec des taxes sur leurs indemnités. Tout le monde passe à la caisse, sauf les ultra-riches. Les 500 plus riches de France, qui ont doublé leur fortune sous Macron, peuvent compter sur votre protection. Et ils peuvent dire merci aussi à l'extrême droite. Le rétablissement de l'ISF, le RN vote contre avec la Macronie. La taxation des super-héritages, le RN vote contre avec la Macronie. La hausse de la contribution des grandes entreprises, le RN vote contre avec la Macronie. Et la taxe Zuckman, le RN vote contre avec la Macronie. Il y a un an, le RN comme la Macronie ont été battus dans les urnes. Cette alliance au service d'une poignée d'ultra-riches n'est pas légitime à imposer sa politique. Alors, je n'ai qu'une question à vous poser, monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous partir et emporter avec vous ce budget de guerre sociale? Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci madame la présidente.
Madame la députée, c'est intéressant l'exercice qu'on a aujourd'hui parce que vous nous parlez des mesures du budget. Il y a pile une semaine, nous étions ici et vous et votre groupe avez fait tous les efforts possibles pour que ce budget ne soit jamais déposé, qu'il ne soit jamais débattu, que les parlementaires ne puissent jamais regarder ce qu'il y a dedans. Et au fond, vous êtes en train de nous dire que maintenant, vous voulez que nous ayons un débat sur l'ensemble des mesures, sur l'ensemble des équilibres, et que nous puissions, comme le Premier ministre nous y a invités, avoir une proposition du gouvernement, un débat devant les Français et un vote qui reflète ce qu'est cette majorité et cette Assemblée. La deuxième chose que je note, Madame la députée, c'est que vous venez plus de parler du RN, des votes et au fond de l'arithmétique de ce qui se passe en commission que de parler des Français. Mais on sait ce que vous voulez, Madame la députée. Vous voulez qu'au fond, le compromis n'existe pas. Vous voulez que tout se passe par la violence et la confrontation. Et je pense que ce que les Français veulent, ça tient en quelques mots. C'est que nous nous mettions d'accord. C'est que les politiques à Paris se mettent d'accord. Nous savons, nous, Français, nous mettre d'accord dans nos mairies. Nous savons nous mettre d'accord dans nos départements, dans nos régions, dans nos entreprises. Nous savons trouver des compromis. Alors pourquoi n'arriverions pas ici à avoir un débat apaisé, à mettre les choses sur la table, à, sur l'ensemble des sujets, essayer de faire mieux et de nous souvenir d'une chose. Un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui hypothèque son avenir, celui de ses enfants, et n'est pas capable de faire face aux crises. C'est notre responsabilité et nous la tiendrons jusqu'au bout. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Je rappelle que vous avez perdu les élections et que votre assurance vie aujourd'hui, ici, sur ce budget, c'est le Rassemblement national. Et nous sommes cohérents avec le mandat, c'est mettre fin à votre politique qui touche les classes populaires, les classes moyennes et qui protège les ultra-riches. Je vous remercie. Madame la Ministre. Bien, Madame la députée, sans vouloir vous heurter, si vous aviez gagné l'élection, vous auriez le pouvoir. Aujourd'hui, il est partagé et le compromis, ça se construit. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Chut. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence pour que nous puissions écouter la prochaine oratrice, Madame Florence Herouin-Léautey pour le groupe socialiste. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je veux vous parler de Mamadou Garantier Diallo, un jeune homme qui a fait honneur à la promesse républicaine qui fait la grandeur de la France, ce pays des droits de l'homme. Mamadou n'avait que 15 ans quand il est arrivé chez nous. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a suivi un CAP au CFA Simone Veil à Rouen, dans ma circonscription. Il a décroché un contrat de travail en alternance dans une boucherie à Darnétal, avant d'y signer un contrat de travail. Mamadou était un modèle de ce que nous appelons la réussite républicaine. Pourtant, il a trouvé la mort la nuit du 17 septembre dernier à Lone Plage, en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. Mamadou ne voulait pas quitter la France. Il aimait notre pays et nous l'aimions. Il était ici chez lui, avec Lara qui l'avait accueilli, avec Koura qui l'avait accompagné, mais aussi avec Claude et Franck qui lui avaient donné sa chance en l'employant dans leur boucherie. L'intégration de Mamadou dans la société française était une évidence pour toutes et tous, sauf pour les services de l'État, qui par 2 fois lui ont délivré une OQTF, 4 lettres qui désignent, stigmatisent, déshumanisent et ont convaincu Mamadou que notre pays ne voulait pas de lui. Monsieur le ministre, vous expliquiez ce week-end croire en l'intégration et refuser de parler d'assimilation comme le faisait votre prédécesseur. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de rompre avec cette politique inhumaine qui brise chaque année des milliers de vies? La mort de Mamadou est la conséquence de choix politiques qui, depuis 8 ans, ont fait de l'intégration l'exception et de l'exclusion le principe. Monsieur le ministre, il est encore temps de réhabiliter la fraternité. Ma question est simple. Quand abrogerez-vous la circulaire Retailleau qui symbolise l'inhumanité de l'action de l'État, cette inhumanité qui a conduit Mamadou tout droit vers la mort? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Madame la Présidente, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, vous évoquez une situation
qui s'est produit avant ma prise de fonction. Et lorsque j'étais préfet de police, ça n'était pas non plus dans mon ressort de compétences. Mais vous l'imaginez bien, je me suis fait procurer le dossier par la préfecture de Seine-Maritime, compte tenu des faits que vous venez d'évoquer. Et évidemment, c'est un événement dramatique puisqu'il s'agit de la mort d'un homme que vous évoquez, ni plus ni moins. Je voudrais quand même rappeler à la représentation nationale que son dossier a été examiné, vous l'avez rappelé vous-même d'ailleurs 2 fois, a été examiné à 2 reprises, vous l'avez rappelé à l'instant, et Monsieur Mamadou Diallo est rentré de manière illégale sur le territoire national et il s'y est maintenu de manière illégale. Il a travaillé de manière illégale sur le territoire national et sans avoir d'autorisation de travail. Il n'avait pas d'autorisation de travail. Donc il a essuyé un premier refus d'admission au séjour au titre de la carte temporaire salarié temporaire. Il a essuyé un premier refus, puis ensuite il y a eu une obligation à quitter le territoire français qui a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen à 2 reprises, à la fois le refus de séjour et puis à la fois l'OQTF. Il a ensuite été interpellé à nouveau, puis il a fait l'objet d'une nouvelle OQTF le 9 mai 2025, après que sa situation ait été examinée, comme le prévoit le Code du séjour, comme cela a été prévu au titre de toutes les modalités d'accès au séjour. Sa situation a été passée au crible. Monsieur Mamadou Niang a fait l'objet donc d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français en mai dernier. Et donc, je n'ai pas de raison de penser que le préfet de la Seine-Maritime ait fait une appréciation erronée de ce dossier, de la même façon que je n'ai pas de raison de penser que son décès soit lié à la procédure administrative qui a été menée. Je suis obligé de vous le dire, Madame la députée. Pour autant, et c'est la feuille de route que m'a fixée le Premier ministre, nous continuerons à examiner ces situations à la fois avec humanité et avec fermeté et autorité. Et au cas d'espèce, Madame la députée, j'en terminerai par là, Monsieur Mamadou Diallo n'avait pas d'attache sur le territoire national, son centre d'intérêt était dans son pays d'origine. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Nathalie Cogia pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame la Ministre, chaque année, le Parlement vote les budgets des ministères qui portent des missions essentielles pour notre pays. Or, chaque année, une part substantielle de ces budgets sert à combler le déficit du régime des pensions de retraite des fonctionnaires de ces ministères. En effet, ces retraites sont largement financées par des surcotisations patronales payées par l'État employeur à des taux bien supérieurs à ceux du privé. Ces cotisations constituent en réalité une subvention publique qui comble le déficit réel de ces régimes et fausse la répartition des déficits entre les administrations centrales et la sécurité sociale. Si ce traitement respecte les conventions comptables en vigueur, il n'en demeure pas moins choquant. Ainsi, en 2025, sur les 87 milliards d'euros votés pour le budget de l'éducation nationale, 24 milliards ont servi à payer des retraites, ne laissant que 63 milliards pour les dépenses d'éducation proprement dites. Cette surévaluation de nos dépenses d'éducation nous amène à croire que nous y consacrons une part du PIB supérieure à la moyenne de l'OCDE, alors que c'est l'inverse et que nous n'investissons peut-être pas suffisamment dans une mission essentielle de l'État. Ce traitement déséquilibre également les agences de l'État, comme l'AEFE, qui gère les lycées français dans le monde et se trouve au bord du gouffre financier en raison d'une cotisation annuelle de pension civile de plus de 180 millions d'euros, sans commune mesure avec les droits de retraite qu'elle offre à ses employés. Heureusement, cette anomalie commence à être reconnue et dénoncée, comme récemment par l'Institut des politiques publiques ou le Conseil d'analyse économique. Ma question est donc la suivante. Face à cette situation qui empêche un débat parlementaire et public éclairé sur le poids des retraites publiques dans notre déficit budgétaire et dans la croissance de notre dette, allez-vous promouvoir un changement de convention comptable qui permette de distinguer les cotisations employeurs du système de retraite de la fonction publique de la subvention d'équilibre correspondante? Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, Madame la députée, bravo pour votre élection et bravo de reprendre le combat de Stéphane Vojetta sur ce sujet qui est un sujet important. Cela peut paraître un peu peut-être abscon à certains de nos concitoyens, mais la question que vous posez est une question clé pour la démocratie. C'est au fond de rendre les choses simples et de ne pas les cacher dans les conventions comptables et de rendre donc de manière transparente compte aux Français de l'usage qui est fait des deniers publics et en l'occurrence la manière dont nous payons la retraite des fonctionnaires.
La bonne nouvelle, madame la députée, c'est que cette année, comme un certain nombre de députés de tous les bancs m'y ont invité, vous trouverez dans le rapport qu'on appelle le jaune sur les pensions de l'État et les pensions des fonctionnaires les données que vous sollicitez pour montrer que sur les 52 milliards de contributions de l'État pour payer les retraites des fonctionnaires, eh bien, nous montrons clairement qu'il y a 11 milliards qui sont liés à des cotisations employeurs dites normales et 41 milliards qui sont liés à une cotisation d'équilibre. Il faut quand même qu'on rassure les fonctionnaires. Personne n'imagine supprimer cette cotisation d'équilibre, sinon ça voudrait dire qu'on ne paierait plus les retraites. En revanche, il est utile, comme vous le dites, que nous expliquions bien la part qui est liée à une cotisation normale, comme dans le secteur privé, et la part qui est liée à l'équilibre du système. Pourquoi nous faut-il équilibrer le système? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 0,9 fonctionnaires pour un retraité. C'est-à-dire que nous avons plus de retraités de la fonction publique d'État que d'agents fonctionnaires titulaires qui travaillent. Et donc, nous avons là aussi à concevoir un système qui permette de tenir nos obligations. Dans le prochain PLF 2027, nous allons aller un cran plus loin. Nous allons réorganiser tous les tuyaux budgétaires pour que la situation que vous décrivez à l'Éducation nationale soit résorbée. Et plus largement, je veux le dire, le Premier ministre est très attentif que la conférence sur la retraite et le travail couvre également, évidemment, la fonction publique. C'est 6 millions d'hommes et de femmes qui travaillent chaque jour pour servir les Français. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Yannick Monnet pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, avec les députés du groupe GDR et les sénateurs du groupe CRCK, nous avons porté la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie. Cette proposition de loi a été adoptée en dernière lecture et à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier et promulguée le 5 février 2025. Or aujourd'hui, soit 9 mois après, et alors que chacun d'entre nous arbore le ruban d'Octobre Rose en soutien à toutes les femmes souffrant d'un cancer du sein, les 4 décrets nécessaires pour que notre proposition de loi entre en vigueur n'ont toujours pas été publiés et les dispositifs prévus ne sont toujours pas appliqués. Pourtant, ce ne sont pas moins de 700 000 femmes dans notre pays qui attendent d'être enfin soutenues dans leur combat quotidien grâce à une meilleure prise en charge de leurs soins, notamment des soins de support tels que l'activité physique adaptée, l'achat de crème ou de vernis. 700 000 femmes qui ont besoin d'une meilleure prise en charge de certains dispositifs indispensables tels que le renouvellement de leur prothèse mammaire, l'achat de sous-vêtements adaptés ou le recours à un acte de tatouage médical. Il n'est pas acceptable que le reste à charge, quand on a un cancer du sein, atteigne en moyenne 1 400 €. À l'heure où le nouveau Premier ministre prône le parlementarisme et le compromis, vous disposez là d'un texte qui a fait l'unanimité dans les 2 chambres. Si vous voulez véritablement honorer Octobre Rose, alors faites que le vote de nos assemblées soit enfin respecté. Madame la Ministre, nous ne nous contenterons pas d'une réponse technique, voire technocratique, comme par exemple sur la poursuite des travaux visant à mettre en œuvre les dispositions de notre loi, sur une probable transmission des décrets en Conseil d'État ou sur des expérimentations en cours. Les femmes victimes d'un cancer du sein connaissent le prix de la souffrance et attendent dès aujourd'hui un engagement ferme sur la promulgation de ces décrets. Quel est-il? Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous indique que ce matin, en conférence des présidents, le Premier ministre a assisté à celle-ci et nous avons attiré son attention sur le fait qu'un certain nombre de décrets sur ce texte, mais sur beaucoup d'autres textes, n'étaient pas pris dans les délais ou étaient pris à l'encontre de la volonté du législateur. Et le Premier ministre s'est engagé à effectuer les rattrapages nécessaires de façon globale. Je vais maintenant laisser Madame la ministre de la Santé vous répondre sur le plan spécifique de ces décrets sur ce texte qui importe à tout le monde. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, cher Yannick, je connais votre engagement sur ce sujet et je partage votre préoccupation pour garantir une prise en charge complète et équitable. La loi, vous l'avez dit, elle a été votée à l'unanimité, elle a été promulguée en février 2025. Elle traduit par ailleurs un engagement fort du Parlement puisque c'est une loi votée à l'unanimité. Le mois d'Octobre Rose, d'ailleurs, rappelle que cet enjeu est à la fois médical, humain et sociétal. Je vais répondre de façon pas technique, je vais essayer, monsieur le député, vous me l'avez demandé. Le premier point, quand même, est que le projet d'application a été transmis au Conseil d'État, qui va permettre de garantir la sécurité juridique et la cohérence entre les différents dispositifs.
Nous avons, et je remercie mes collègues ministres précédents, Yannick Neuder et Catherine Vautrin, qui ont préparé avec les ARS l'instruction qui est prête. Donc dès qu'on a le décret au retour du Conseil d'État, c'est prêt à démarrer. D'autre part, aujourd'hui, je voudrais officialiser l'annonce sur la prise en charge à 100% des prothèses capillaires, puisque l'arrêté a été publié vendredi dernier, 17 octobre. Donc il y a dorénavant, grâce à cette loi, la publication. Il y a d'autres choses. Le troisième point, c'est dès la loi de financement de la sécurité sociale de 2024, le Parlement avait porté la nécessité de faire des expérimentations en activité physique adaptée. Là aussi, c'est avancé. Et c'est avancé, lancé dans 3 régions. Donc nous travaillons sur ces expérimentations pour ensuite les évaluer. Il y a des travaux qui sont toujours en cours pour encadrer la pratique du tatouage 3D mamelonnaire et pour inscrire les soutiens-gorge compressifs à la liste des produits remboursables. Il reste des dispositifs, je vous le dis, monsieur le député, à ajuster. Je vous demande de compter sur mon engagement. Les travaux ont été, et je les remercie encore, engagés précédemment par les ministres qui m'ont précédé. En conclusion... Merci, Madame la ministre. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le député, non, c'est bon. La parole est à monsieur Timothée Houssin pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. En 8 ans de macronisme, vous nous avez habitués à l'écologie punitive et aux hausses de taxes, mais le gouvernement Lecornu va plus loin avec un budget punitif pour tous. 19 milliards de taxes supplémentaires qui viennent frapper la France qui travaille et notamment les Français qui ont fait le choix écologique et économique de rouler au biocarburant ainsi que nos agriculteurs qui les produisent. Votre budget 2026 prévoit une explosion des taxes sur ces biocarburants. À terme, leur prix augmenterait de 50 centimes par litre. Cette mesure serait intenable pour les ménages qui ont investi dans un véhicule adapté pour réduire leurs dépenses et qui perdraient 25 € par plein. Elle serait inacceptable pour les transporteurs qui ont verdi leur flotte au prix de lourds investissements qui ne seraient pas rentabilisés et que vous poussez à retourner au diesel. Elle serait aussi catastrophique pour notre agriculture, pour les milliers d'exploitations de la filière colza, pour la filière betteravière, pilier du bioéthanol français, déjà fragilisé par l'interdiction des néonicotinoïdes et la concurrence déloyale de l'Ukraine. Madame la ministre, passant outre le vote en commission, allez-vous détruire sciemment la filière des biocarburants et ses 29 000 emplois, alors que ces biocarburants sont issus de l'agriculture française, qu'ils font baisser de 60% les émissions de CO2 et qu'ils préservent la compétitivité de nos transporteurs et le pouvoir d'achat d'1 million d'automobilistes. Par ailleurs, le samplon 95 E10 est l'essence la plus vendue en France. Elle contient 10% de bioéthanol. Pouvez-vous garantir ici aux Français que ni ce carburant ni le diesel ne seront concernés par une taxation supplémentaire des biocarburants qui ferait alors augmenter le prix à la pompe pour tous les automobilistes? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'action et des comptes publics. Merci madame la présidente. Monsieur le député, un compromis, ça commence par l'écoute. Et ça commence par l'écoute de 2 populations qui sont essentielles à notre pays. Les travailleurs, vous l'avez dit, et les agriculteurs. Et je parle ici sous le regard de celle qui, ministre de l'Agriculture, sait combien la filière betteravière aujourd'hui est essentielle à notre souveraineté alimentaire. Et vous l'avez dit, 1/4 de la production va aujourd'hui dans la production de biocarburants. Et deuxièmement, notre souveraineté en termes de protéines. Le plan protéines pour que nous arrêtions d'importer du soja, notamment d'Amérique du Sud, est essentiel et le colza est un élément clé. Et donc, quand 2/3 de la production de colza est dédiée au biocarburant, c'est pour nous essentiel d'entendre que le Parlement, comme l'a annoncé le Premier ministre, débat et vote, que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous voulons trouver le compromis. Nous ne voulons pas, évidemment, chercher des solutions qui ne fonctionneraient pas et qui mettraient à mal notre intention. Protéger les travailleurs, soutenir les Français qui ont fait le choix d'investir dans des boîtiers flex fuel ou qui font ce choix chaque jour pour réduire leurs factures, et les agriculteurs derrière qui assurent notre souveraineté. Le sujet, vous le savez, c'est qu'il y a une concertation européenne, qu'il y a des avantages, des inconvénients aux biocarburants,
que la France veut, sur ce sujet, évidemment, trouver la fiscalité adaptée, mais pas tout seul, pas avant tout le monde. Et donc les propositions qui seront faites par le Parlement auront par définition l'écoute. Et c'est votre sagesse qui, sur ce terrain, définira la ligne politique, comme sur tous les autres d'ailleurs dans le budget. Vous avez le pouvoir, nous proposons. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Carlos Martins Bilongo pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, le 11 mai 2023, jour de la sortie de mon livre, j'ai été accusé de blanchiment, de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux pour environ 200 000 euros. L'information a été annoncée par la chaîne BFM TV et plusieurs plateaux ont été organisés pour relayer ces accusations pendant plusieurs jours. Sans respecter le contradictoire, provoquant une reprise médiatique et un cyberharcèlement d'une rare intensité. Après 2 ans d'enquête préliminaire, tout s'est soldé par un classement sans suite. Trop tard, j'ai été saisi dans le cadre de mon mandat au service des Français. Selon les éléments révélés hier par le journal L'Informé, cette cabale a été organisée par les services de Tracfin à la demande d'une puissance étrangère. Pas n'importe laquelle, les Émirats arabes unis, premier pays acheteur d'armes auprès de la France. La journaliste Aline Robert fait état de révélations accablantes concernant la cellule de renseignement financier du ministère de l'économie français qui a agi pour nuire à un député français pour le compte d'un État étranger. Un député co-rapporteur de la mission parlementaire sur la COP26, COP28. Un député d'opposition du groupe La France Insoumise. C'est toute notre Assemblée qui est attaquée. Silence du gouvernement, silence de la présidence, silence des médias devant ce scandale d'État. Impossible détournement des moyens de l'État pour s'attaquer à un parlementaire à la demande d'un pays étranger. C'est un scandale d'État. C'est la séparation des pouvoirs qui est piétinée. Vous détournez les yeux, vous restez silencieux. Plus aucun rapport de notre Parlement ne sera crédible face à cette attaque non condamnée par le Premier ministre. L'article évoque des graves actes posés par M. Guillaume Valette-Valla. Qu'allez-vous faire, Monsieur le Premier ministre? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, comme vous le savez, précisément parce que nous croyons à la séparation des pouvoirs, nous, membres de gouvernement, ne pouvons entrer dans les détails d'un dossier à partir du moment où l'autorité judiciaire s'en est saisie et a, en l'occurrence, conduit une enquête préliminaire qui a duré 2 ans. Tracfin, vous le savez, est une cellule de renseignement financier et Tracfin ne s'autosaisit jamais puisqu'elle ne travaille que sur des déclarations de soupçons qui lui sont adressées par ce qu'on appelle des entités économiques françaises assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. Ce sont donc des banques, des assurances, un certain nombre de notaires ou d'avocats. Tracfin reçoit près de 200 000 déclarations de soupçons chaque année. Tracfin, alors, saisit l'autorité judiciaire quand son enquête démontre que les soupçons sont fondés. Et alors, le parquet décide seul de l'opportunité des poursuites. Ces principes ont été respectés dans le cas que vous déplorez. D'abord, il y a eu une déclaration de soupçon qui a été adressée par une entité assujettie en France. Alors, je ne vois pas à quoi ça sert de poser une question si vous n'écoutez pas la réponse. Tracfin n'a pas travaillé. Madame la ministre. Tracfin, sur ce point, n'a pas travaillé à la demande d'une autorité étrangère. Et l'identité de l'auteur de cette déclaration ne peut être révélée. Ce serait un délit. Mais soyez assurés que le traitement appliqué par Tracfin dans cette affaire est en tout point similaire à celui appliqué aux autres signalements reçus par le service. En tant que ministre de l'Action et des Comptes publics, je veux ici très fermement, Monsieur le député, démentir tout mauvais roman d'espionnage. Et je tiens de nouveau à saluer l'engagement sans faille des 230 agents de Tracfin qui, je le rappelle, travaillent sous la surveillance d'une institution internationale qui s'appelle le GAFI et qui, lors de cette dernière évaluation, a considéré que la France se plaçait au premier rang de l'effectivité mondiale de sa lutte contre le blanchiment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Monsieur Guillaume Valette-Valla a été nommé en Conseil des ministres directeur de Tracfin en 2022. Sa présence aux Émirats arabes unis interroge, Madame la Ministre. Ensuite, il a été congédié en février 2024. Il y a un article qui est sorti hier. Une suite est prévue ce jeudi par le journal L'Informé. Nous avons été infiltrés par les Émirats arabes unis. Vous ne dites rien. C'est une honte.
C'est une honte. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Michaël Cosson pour le groupe démocrate. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre. Vous n'avez plus la parole. Merci de respecter le prochain orateur, s'il vous plaît, monsieur le député. Monsieur le député Cosson, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. La France traverse une crise du logement d'une gravité sans précédent. Jamais il n'a été aussi difficile de se loger, que l'on soit étudiant, jeune actif, au sein d'une famille qui se recompose ou bien tout simplement senior. Le coût du logement explose, à coup de réglementation, à coup de normes, à coup d'inflation. La production de logements neufs s'effondre. Les délais pour accéder à un logement social s'allongent et le parc privé, déjà sous tension, se contracte faute d'attractivité pour les bailleurs. Pourtant, le projet de loi de finances pour 2026 ne contient aucune mesure à la hauteur de l'urgence. Ni plan de relance significatif de la construction, ni rééquilibrage du soutien fiscal à l'investissement locatif, ni clarification